bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Moi je suis Ilan, comme chaque semaine on se retrouve avec Guillaume. Toujours là. Enfin chaque semaine ça j'en sais rien, ça dépend du rythme de sortie, mais en tout cas comme à chaque épisode on va dire. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 14, c'est-à-dire le deuxième chapitre de Catelyn. Alors vas-y Guillaume, je te laisse faire un petit résumé de ce chapitre. Alors c'est un chapitre assez dense dans lequel on retrouve Catelyn qui est encore au chevet de Bran, qui ne s'est toujours pas réveillé de sa chute. Et on comprend dans ce chapitre à quel point l'accident de Bran l'affecte quand elle ne répond même pas aux sollicitations de Maître Luwin concernant la gestion de Winterfell. Et c'est alors que Robb se manifeste et, à sa grande surprise, décide de prendre en charge toute l'administration de Winterfell. Et c'est alors qu'un incendie se déclare à l'autre bout du château, qui pousse Robb à partir, ce qui laisse Catelyn toute seule avec Bran. Et c'est là que elle se retrouve seule face à un assassin qui est venu achever Bran pendant son coma. Donc Catelyn, elle affronte l'assassin tant bien que mal. Elle se laisse pas faire, mais ce qui la sauvera réellement, c'est l'intervention du loup de Bran, qui tuera l'assassin en l'atteignant à la gorge. Après ça, elle fait un pseudo-coma de 4 jours. On voit à quel point elle était épuisée. Et donc 4 jours plus tard, elle retrouve tout le monde, elle retrouve tous les soldats de Winterfell et Robb, et elle décide de partir pour Port-Réal pour enquêter sur le propriétaire de la dague de l'assassin, qui n'a rien d'une dague banale pour un assassin comme lui, car c'est une dague faite en acier valérien, donc d'une valeur inestimable pour un assassin. Donc il faut absolument retrouver le propriétaire de cette dague. D'accord. Bah, comme tu l'as dit, ouais, ton résumé était assez dense pour un chapitre assez dense en fait. Tu m'as demandé la dernière fois, je crois, à la fin de l'épisode, je sais plus si c'était en off qu'on avait dit ça, mais je t'avais demandé quel était pour l'instant ton personnage point of view préféré. Tu m'avais répondu Tyrion. Bah Tyrion, c'est toujours là. Moi, je t'avais répondu que pour l'instant, je crois que dans cet tome-ci, c'est Catelyn, parce que je trouve que Catelyn, dans ces chapitres, il y a toujours des informations intéressantes. On avance toujours, et puis même j'apprécie le personnage de Catelyn, je la trouve assez attachante. Elle a des mauvais côtés, c'est vrai, on peut le voir dans ce chapitre, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment un des personnages un des personnages les mieux écrits en tout cas. Ouais, elle m'a saoulé avec Jon là. C'est impardonnable. Comme je t'ai dit, elle a des mauvais côtés, mais elle a des bons aussi. Ok, donc on peut débuter. Alors comme tu l'as dit, le chapitre débute par une scène où Catelyn veille au chevet de Bran, qui est toujours inconscient, et Maître Luwin vient rejoindre pour l'informer du coût de la visite royale, et ainsi qu'elle puisse donner des indications à la maisonnée maintenant que Ned est parti et qu'il n'y a plus d'intendant à Winterfell. Alors du coup, je reprends un peu les petites questions et tout pour juste pour te tester, pour situer un peu les personnages, les lieux, etc. Oh là là. Alors du coup, est-ce que tu te rappelles du nom d'intendant de Winterfell? Il s'appelle quelque chose Poole. Yep. Il a un nom qui commence en V, genre... Vion Poole. Vion Poole. Ok, bien. Donc, et sa fille, c'est la meilleure pote de Sansa, non? Yes. Voilà. Jeyne Poole. Jeyne Poole. Ok. Je te fais des petits tests et tout, c'est pas pour t'embêter et tout, mais parce que tous ces personnages auront une importance plus ou moins relative dans la suite des tomes. Donc c'est mieux de les savoir maintenant, quoi. Ou de bien les situer, de bien les cadrer pour qu'ensuite et tout, on n'ait pas à revenir sur normal. Si vous avez entendu un petit bout de gorge, parce que Guillaume est en train de boire une bière pendant l'épisode. Ah là là, c'est bon. Mon alcoolisme est révélé à tout le monde. Excepté que Catelyn n'en a rien à faire, tout ce qui l'intéresse, c'est la santé de son fils, et elle compte bien continuer à veiller sur lui. Donc lorsque Maître Luwin met le suivi des nominations au poste vacant sur la table, Catelyn commence à s'énerver et l'invective que les nouvelles nominations sont la moindre de ses priorités par rapport à la santé de Bran. Donc c'est vrai que, comme tu l'as dit, je crois qu'on l'avait su, je sais plus dans quel chapitre par rapport à quel personnage, mais que Catelyn était au chevet de Bran depuis sa chute en fait. Bah pendant pendant le chapitre de Jon qui était venu faire ses adieux à Bran. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'elle était à son chevet. Ouais. Bah là on nous dit 8 jours
après le départ de Robert, et je sais plus on savait pas combien de temps il s'est passé entre la chute de Bran, pardon, et le départ de Robert, mais c'est-à-dire peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, hein. Ouais. Donc tu vois à quel point elle aime ses enfants. En tout cas, elle aime ses enfants en général, mais elle aime Bran particulièrement. C'est dit le plus doux, le plus charmant. On l'avait déjà dit dans les précédents épisodes, Bran c'est le chouchou clairement. Ouais, mais jusqu'à où elle est prête à aller pour veiller sur lui, jusqu'à où elle s'inquiète pour lui et tout, je trouve que c'est assez fort quand même. Je trouve que c'est assez fort. Robb intervient alors et informe Luwin qu'il se chargera lui-même des nominations. Et donc après ça, Luwin sort de la pièce et laisse la mère et ses 2 fils contre eux. Catelyn remarque que, à présent, Robb porte une épée à la ceinture. Donc là, c'est un peu un signe de passage à l'âge adulte, où maintenant que son père est parti, maintenant que c'est lui l'héritier de Winterfell qui est seul dans la forteresse, il met une épée pour un peu marquer son territoire entre guillemets. Ouais, après c'est dit plus tard dans le chapitre que c'est Ser Roderick qui avait jugé qu'il était temps pour Robb de porter une épée en acier. Ouais, pas forcément pour comment dire, pour marquer Robb d'une certaine prestance, quoi, pour la. Ouais. En fait, vu que Ned est parti, tout le monde juge qu'il soit trop tôt, qu'il soit trop tôt ou pas, il est temps pour Robb de prendre ses responsabilités. C'est lui l'héritier, le seigneur de Winterfell n'est plus là. Il a que 15 ans, mais il 14. Il est temps pour lui. Peu importe son âge, il est temps pour lui là de grandir vite. Mais c'est vrai que c'est nécessaire. C'est vrai que justement, moi, ça, c'est quelque chose qui me perturbait lors de la première lecture, parce que moi, j'ai lu le Trône de Fer après le visionnage de la première saison. Et le Robb de la série et le Robb des livres sont totalement différents. Ouais, le Robb de la série, on dirait qu'il a la vingtaine, hein, même plus. Franchement, fin de vingtaine. Je lui une bonne vingtaine, je lui donne 24-25 ans. Ouais, c'est ça. Donc forcément, quand c'est lui qui prend une épée, on se dit pas, c'est normal, quoi. Donc oui. Voilà, le gars, il a en âge de trouver un CDI. c'est pas choquant. Alors que dans le livre, il a que 14 ans, quoi. Il est tout jeune. Il est vraiment jeune. Donc c'est vrai que le grand prendre l'épée, l'entendre dire que c'est moi qui me chargerai des nominations, c'est que c'est quelque chose d'assez grandi, quoi. Oui. Et en fait, on sent beaucoup plus dans le livre que les événements du livre poussent des personnages qui sont très très jeunes à prendre très très vite en maturité. C'est ça. Daenerys 13 ans. Daenerys 13 ans qui se retrouve à épouser Khal Drogo. Khal Drogo, c'est complètement. On sent que voilà, il y a un passage à l'âge adulte très précoce. Mais justement, c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est que du coup, parfois leur dialogue sonne un peu faux pour des gosses de 14 ans, quoi. Ouais, c'est vrai que si on te l'avait pas dit, si on nous avait pas donné l'âge des personnages, on aurait spontanément pensé qu'ils étaient tous majeurs, quoi. C'est ça. Par exemple, au niveau des dialogues qu'on a eu pour l'instant depuis le début de des bouquins, j'ai pas tellement remarqué de différence entre Theon Greyjoy et Robb Stark, alors qu'ils ont quand même 5 ans de différence. Ouais. Sinon, il a 19 ans et Robb, il a 14 ans, mais il y a pas, c'est pas marqué entre les deux, quoi. Ouais. Les seuls qui sonnent un peu puéril, Joffrey sonne un peu puéril. Et forcément Bran, mais ça nous surprend pas, quoi. Mais oui, Robb, Jon, Theon, très très dur de faire la distinction à partir des dialogues et de leur personnalité. Oui. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle lui remarque, à Robb, quelque chose des Stark. Cette attitude âpre et austère, je cite, alors qu'il tient normalement naturellement des Tully, avec ses cheveux auburn et ses yeux bleus. Donc c'est marrant ça, parce que du coup t'as l'impression que les Tully c'est les personnes joyeuses, un peu vives, etc., et que les Stark, tu vois, Ned et tout, il est toujours un peu ronchon, toujours très sérieux. Je suis sûr, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que, par exemple, Robert, c'est un mec qui rigole à mort, tu vois, et Ned, son humour, on sait pas trop s'il est sensible à l'humour de Robert et tout. Je suppose que oui, vu qu'ils s'entendent très bien, ils sont amis, mais il a tout, tu sais, il l'appelle tout le temps Majesté, austère, en fait. Ouais. Et tout, je sais pas si vraiment il est austère, mais il est tout le temps le mec trop sérieux.
Non, en fait, moi, j'imagine plutôt comme un mec qui peut rigoler, tu sais. Mais à la fin de toute phrase, il y a toujours un, mais les Vérosiens. Ouais, exactement. Genre bah, c'est vrai, en plus, justement, c'est cette, comment on appelle ça, maxime, cette maxime propre au Stark, Alors, cette devise, leur devise, ça sonne clairement comme une devise de mec ultra sérieux, qui doit toujours garder à l'esprit, quoi. Ils le disent dans le premier chapitre quand, je sais pas à quel moment, mais que toutes les maisons ou quelque chose, tu sais, qui les glorifie un peu, qui les valorise, sauf les Stark. Je crois que c'est dans le chapitre de Catelyn, justement, où elle dit que les Stark, c'est la seule maison à avoir une réplique un peu austère. Ouais. Bah, ça m'avait fait rire dans la série parce que, enfin, plus tard, une Tyrell dit, enfin, il y a une Tyrell dans la série qui dit notre devise elle pue la merde, genre l'hiver bien, c'est stylé, tu vois. Enfin, elle dit. Ah oui, Olenna Tyrell. Ouais, c'est Olenna Tyrell qui dit nous notre devise elle pue la merde. Je sais plus c'est quoi attends, on va retrouver la devise des Tyrell. Ouais, toi tu la connais? Ouais, non, je la connais pas. Je suis désolé. Bon, voilà, alors je l'ai c'est plus haut, plus fort. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf, quoi. C'est pas la folie, quoi. Comparé à Winter is Coming. J'ai mis du temps à comprendre celle des Greyjoy aussi, nous ne semons pas. Ouais. J'ai mis du temps à comprendre. Mais comme quoi, ils font la guerre et ils sont pas là pour faire de l'agriculture, quoi. Robb demande alors à sa mère ce qu'elle est en train de faire, dans le sens figuré, parce qu'elle n'a pas quitté la chambre de Bran depuis son accident, pas même pour dire au revoir à son mari et à ses filles qui ont quitté Winterfell pour aller à la capitale, et donc elle a complètement délaissé les activités de Winterfell. Robb lui rappelle surtout que, mis à part Bran, elle a aussi 2 autres enfants présents dans la forteresse, lui et Rickon, qui ont besoin de lui, respectivement à 14 et 3 ans. C'est pour ça que, bon, à la limite, ok, Robb il prend ses responsabilités, d'accord, mais Rickon n'a quand même que 3 ans, quoi. Ouais, bah. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, il y avait le système de nourrice et tout, etc. Donc c'est vrai que bon, les mères n'avaient pas besoin d'être présentes, mais tu sens que Catelyn, c'est vraiment une mère aimante, vu son comportement avec Bran. Donc c'est vrai que si elle abandonne, ok, je comprends bien que Bran, il a besoin d'elle, mais si elle abandonne tous ses autres enfants après, c'est compliqué. En tout cas, on sent vraiment on sent vraiment que l'attitude de Catelyn, certes, elle est justifiée, mais elle est vraiment excessive, quoi. Rickon, dit que Rickon a vraiment, réclame sa mère, quoi. Mais en fait, t'as sorti le bon mot. Je trouve que Catelyn, un de ses mauvais penchants, c'est qu'elle est excessive, comme tu dis. C'est-à-dire que dans sa réaction vers Jon, parce qu'il est le bâtard de Ned, je vois sa réaction est excessive. Dans sa relation, dans la réaction qu'elle a eue par rapport à Bran, comme tu dis, sa réaction est excessive. C'est un qualificatif qui lui va bien. Bien trouvé celui-là, excessive. Mais c'est une mère, donc on peut la pardonner. Pendant leur conversation, tous les loups présents hurlent, celui de Bran de concert avec celui de Rickon et de Robb. Donc, tu te rappelles du nom des loups de Rickon et Robb? Broussaille et Vendry. Ok. Catelyn s'égosille à les faire taire pendant qu'elle sanglote en pensant à son fils meurtri. Mais les loups ne sont pas les seuls à hurler. Les chiens se mettent à aboyer, alertant les habitants de Winterfell qu'un feu vient de se déclarer. Robb file alors voir ce qui se passe, laissant Catelyn seule dans la chambre. Et pendant qu'elle prit les 7 jeux pour son fils, un homme se tenait derrière elle. Cet homme sent le cheval, mais n'est pas un palefrenier de Winterfell, Catelyn les connaissant tous. Il tenait un poignard à la main. L'homme venait pour Bran. S'ensuit alors une lutte entre Catelyn et l'agresseur, pendant laquelle ils se blessent l'un l'autre. Bon alors du coup, ça tu l'as dit dans ton résumé, pas besoin d'aller expliciter. En gros, elle lutte, elle survit tant bien que mal, elle se laisse vraiment pas faire, au point où elle attrape carrément la lame à main nue. Parce qu'il lui laisse une marque, ouais. Ouais, je donne pas cher de ses tendons, clairement, mais elle est heureusement qu'elle était présente, quoi. Ouais. Elle se laisse vraiment pas faire, et elle est secourue par le loup de Bran. C'est ça. Qui a toujours pas de nom, d'ailleurs. Une ombre surgit alors, qui n'est autre que le loup de Bran, comme tu viens de le dire, et qui n'a pas encore de nom. Il arrache alors le cou de l'agresseur et se couche ensuite aux côtés de Bran,
après avoir léché les plaies de Kathleen. Lady Tully se fait alors soigner par les gens de sa maisonnée, et lorsqu'elle se réveille, on lui apprend qu'elle a dormi 4 jours durant, mais, en contrepartie de ses blessures, elle se sent maintenant libérée d'un poids. C'est possible de dormir 4 jours? Je sais pas si c'est pour le spectacle ou pour... Bon, Non, si elle a dormi 4 jours, c'est que vraiment, elle s'est épuisée, mais elle s'est épuisée comme pas possible. 4 jours quand même. Encore, on dit une journée, voire 2 jours. 4 jours! Bon, soit ça, comme tu dis, c'est un menu coma, soit 4 jours. Je sais pas, ouais, elle a fait... Après, il donne de la morphine, le lait de pavot, là. Ouais, ah, peut-être, ouais, t'as raison. Ah, bien vu. Peut-être que c'est ça qui l'a fait dormir très longtemps. Parce qu'en gros, le pavot, il y a des opiacés dedans, enfin, toute la famille, morphine, héroïne, tout ça. Donc, c'est, d'ailleurs, c'est répété plein de fois dans la série, en gros, c'est l'analgésique, de l'univers de Winterfell, enfin, de Game of Thrones. Elle charge alors ses servantes d'aller quérir Maître Lewin, ainsi que son fils, qui vient accompagné de Roderick Cassel, Theon Greyjoy et Alice Mullen. Alors vas-y, je te laisse rappeler le rôle de Roderick Cassel. Alors Roderick Cassel, c'est le maître d'armes de Winterfell. Ok. Theon Greyjoy. Bah c'est la pupille de Ned Stark. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pas parti avec lui, sachant que c'est sa pupille, mais bon. Et du coup, Alice Mullen. Lui, je me suis dit, c'est qui lui? Alors, tu peux regarder dans l'appendice pour ça? Bon, t'inquiète. En fait, Alice Mullen, de base, c'est un garde, mais vu que le capitaine des gardes, Jory Cassel, ouais. Le neveu de Roderick, non? a accompagné Lord Stark à Port-Réal. Alors, du coup, on avait besoin d'un nouveau capitaine des gardes, et du coup, c'est Alice Mullen qui l'a remplacé. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ça y est, je crois que c'est le premier, non, c'est le deuxième, parce que le nom qui évolue de l'appendice. Le premier, forcément, ça a été Jon Arryn, donc qui lui est mort, donc forcément, ce qu'il dit dans l'appendice maintenant est dépassé. Donc Alice Mullen, je crois que c'est le deuxième qu'on voit évoluer en fait de l'appendice. Donc maintenant, il est plus un simple garde, c'est le capitaine de la garde de Winterfell. Capitaine des gardes de Winterfell, pardon. Ok. Ils discutent alors de l'identité du tueur, et des circonstances qui a pu accompagner cet événement. Il est évident que pour eux, il appartient à la suite du roi ou des Lannister, vu qu'il n'est connu de personne à Winterfell. De plus, il s'est caché dans les écuries, possible grâce ou à cause du manque de personnel. Le feu n'était qu'une diversion afin qu'il puisse tuer Bran en toute tranquillité, mais il n'avait pas prévu que Catelyn se tient près de lui. La déduction que Catelyn en tire est donc et dont elle fait part à Robb, et que celui-ci a voulu tuer Bran parce que quelqu'un craint qu'il se réveille et le dévoile un secret. Et en fait, elle a trompé. Je me dis putain, elle a une bête de déduction quoi. Elle est lucide. Elle est lucide. Hein. Ouais. Enfin presque presque clairvoyante. Hein. Ouais, ça, parce que franchement, je sais pas, elle a demandé au narrateur, je sais pas, tu vois. Non, parce qu'elle a tout perspicace, intelligente, tu veux tout ce que, parce que tout le cheminement de sa pensée et tout, bah, elle a raison sur tous les points, quoi. C'est là franchement, ça choque clairement dans le chapitre. C'est genre, avant, c'était une espèce de mère complètement apitoyée, amorphe, qui est plus capable de prendre zéro responsabilité. Là, elle dort 4 jours, elle revient, elle arrive Sherlock Holmes, quoi. C'est abusé. Non, mais tu sens que Catelyn, là, soit elle a de l'expérience, soit elle est, elle est futée. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas juste une mère amorphe, c'est pas juste une mère aimante, etc. Elle a un vrai esprit de critique, quoi. Et contrairement à Robb, en fait, et c'est là que tu sens toute sa jeunesse, toute son expérience. Très jeune. C'est-à-dire que Robb et tout, il se dit mais pourquoi quelqu'un a voulu tuer, et Catelyn et tout, en 2 secondes, elle dit ok, si on a voulu, parce qu'on craint qu'il se réveille, donc on n'a pas voulu qu'il dévoile un secret. Mais en plus, limite, elle flex sur lui, elle fait, à ton avis, tu reviendras, genre limite, tu reviendras quand t'auras réfléchi, en 4 jours, Bah, en tout cas, elle essaie de guider son fils et tout pour qu'il ait les bonnes réflexions de lui. Ouais. C'est ce qu'elle lui dit d'ailleurs. Elle dit si tu veux un jour gouverner Winterfell, il faut que tu apprennes à réfléchir. Se poser les bonnes questions. C'est à ce moment-là que Catelyn délègue la responsabilité de Winterfell à son fils, et ainsi Robb commande à Alice Mullen de placer les gardes nuit et jour à la protection de Bran, ainsi que son loup. Ce qu'approuve Catelyn dans son fort intérieur. Bah,
C'est vrai que Catelyn, là, tu sens qu'elle a compris que les loups étaient importants pour les Stark. En tout cas pour son fils, quoi. Ah ouais, là, le loup lui a quand même sauvé le cul, donc Oui, bien qu'elle sûr. commence à comprendre leur utilité. Mais c'est là que tu comprends de quel point elle s'est délestée. C'est-à-dire que elle était affectée à la protection de son fils, et maintenant qu'elle a compris que son loup pouvait bien remplir ce rôle, maintenant elle sait qu'elle a plus besoin de lui, quoi. Pardon, que Bran n'a plus besoin d'elle. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ah ouais. Bah c'est ça, parce on a dit qu'elle se réveille et qu'elle est libérée d'un poids. Ouais. Moi, ce que j'ai C'est vrai, compris, libéré d'un poids, ouais. Après, moi, je voyais plutôt aussi comme Robb, libéré d'un poids, elle se rend compte aussi que Robb a géré Winterfell pendant 4 jours sans son... Je pense qu'il y a aussi le fait que Robb grandisse très vite et qu'il prenne ses responsabilités. Je pense que ça l'enlève aussi d'un poids. Ou quoi que 4 jours, ça lui a fait du bien aussi pour se reposer, clairement. Mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre pourquoi en 4 jours, après quand même une tentative d'assassinat, moi je vois pas... Moi, je pense que c'est le loup, hein. Ouais. C'est Je vraiment... pense que c'est le loup. Parce que spontanément, c'est difficile de comprendre pourquoi elle est libérée d'Apois après une tentative d'assassinat, quand même, Ouais. tu vois. Spontanément, c'est pas facile à comprendre. Mais on sent qu'il y a eu, en tout cas, il s'est passé quelque chose qui lui a fait reprendre ses esprits. Bah, de toute façon, on dit qu'après la tentative d'assassinat, quand le loup a tué l'assassin, enfin l'apprenti assassin plutôt. Tu connais la saga, et de Hobb, et que il est venu s'asseoir auprès de Bran. Elle a rigolé, en fait. Elle était hilar à l'arrivée de tout le monde. Ouais, ça, j'ai pas bien compris pourquoi elle était on dit que c'est un rire hystérique. Non, c'est un rire nerveux. J'ai pas bien compris pourquoi elle... Je pense que c'était un peu moi, je trouve, c'est comme ça que j'ai compris, hein. Après, je peux avoir tort, hein. Mais c'était plus un rire de soulagement aussi. Ouais. Plutôt de tirer tout, ouais, mais en fait, on essaie de le tuer, mais ils avaient pas compris. Enfin, après, bon, je pense qu'il y a un peu de folie derrière, hein. Ouais. Je dis pas. Mais je pense qu'elle était vraiment soulagée et même ravie que le loup ait protégé Bran de Ouais, je pense de qu'elle cette façon. s'attendait tellement pas à ce que le loup intervienne. Il s'est dit, c'est un signe des dieux, limite, quoi. Voilà. Mais c'est ce qu'elle dit. Quand Robb dit que le loup doit protéger Bran, elle se dit, enfin, le texte dit clairement, elle se dit oui en son fort intérieur. Donc, tu sens que Catelyn a compris l'importance des loups au sein de la famille. Ouais. C'est pas quelque chose à négliger pour elle. Roderick Cassel fait alors une remarque des plus intéressantes. Le poignard qu'a utilisé le tueur est très précieux, en acier valérien et en os de dragon. Catelyn, en présence de Maître Lewin, Roderick Cassel, son fils et Sion. D'ailleurs, on dit que Sion considère Eddard Stark comme son père, ce qui est assez drôle, puisqu'en fait, c'est un otage, c'est un peu Sion entre les lignes. Ouais. Bon, après, C'est vrai. Il est considéré comme un otage. Après, ce sera développé beaucoup plus tard. En tout cas, c'est pas trop mal développé dans la série. Cette espèce de, je suis sa pupille, ils m'ont mis bien quand même les Stark, mais en même temps, à la base, je suis un otage, quoi. Bah, c'est vrai que quand on voit le comportement de Ned jusqu'à présent, jusqu'à ce chapitre, c'est pas vraiment mauvais. Oui. Je le vois mal maltraiter Sion parce que... je pense qu'on peut avancer qu'il l'a clairement traité en hôte de marque. Ouais. Clairement. C'est ça. Donc, justement, jusqu'à ce que Théon dise, qu'il considère Eddard comme un second père. Oui. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Mais, Après, est-ce qu'il le pense ou pas, ce sera développé un peu plus tard, mais est-ce qu'il le pense ou pas? Mais en tout cas, c'est sûr que Ned s'est comporté de façon extrêmement correcte avec lui, et on peut être quasiment sûr, même déjà maintenant. Et donc, elle leur révèle à cette petite équipe que je viens de citer que Lysa Tully est persuadée que les Lannister ont orchestré la mort de son mari, Jon Arryn, alors mort du roi. Tous ces auditeurs sont alors sous le choc, hein, mais ils réfléchissent, hein, parce que c'est vrai que Bran... et donc, du coup, en fait, intuitivement, c'est dire que donc les Lannister ont essayé de tuer Bran, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Et donc ils y réfléchissent, ces auditeurs, en disant oui, c'est vrai que Bran connaissait le pire par Pierre Winterfell, donc assez bizarre qu'il ait chuté comme ça, peut-être que ça révèle autre chose, donc que les Lannister sont derrière tout ça. Ouais, et ils font un rapprochement avec Jaime notamment, qui était absent, qui n'était pas allé à la chasse avec le roi, avec Robert, le jour où Bran est tombé.
Mais du coup, c'est drôle parce qu'en fait, Catelyn, elle a deux éléments qui sont en fait, elle fait le rapprochement de deux éléments, mais qui se rapprochent, mais en même temps qui sont distants. Parce que oui, les Aharin a prévenu Catelyn que les Lannister ont orchestré la mort de Jon Arryn. Oui, c'est Jaime Lannister qui a fait chuter Bran de la tour, mais ces deux éléments, ils ont pas de lien en soi. Enfin, du point de vue de Catelyn, non. Après si, parce que Bran a entendu une conversation oui. à propos de Jon Arryn. À propos de Jon Arryn, et notamment que Cersei voulait que ce soit Jaime qui prenne le rôle de main du roi. C'est ça. Mais du coup, en fait, le truc... Mais bon, c'est vrai que en du fait, point de vue de Catelyn, tu sais même pas comment elle a pu faire le rapprochement. C'est ça. C'est-à-dire que Catelyn, pourquoi elle aurait fait le rapprochement avec les Lannister? Il y a aucun lien. Juste que Catelyn, soit elle a beaucoup de chance dans sa réflexion. Dans ce chapitre, on a quand même une impression d'ultra instinct de la part de Catelyn, un peu une espèce d'ultra instinct. Bon, c'est... Non, mais quand tu dis tout, tu dis ça, mais en fait, tu lis les lignes, tu dis, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé dans les 11 chapitres que je viens de lire, là. Catelyn, en 2 secondes et tout, elle réfléchit. Et en plus, le truc, c'est qu'il y a même pas, en fait, elle a aucune base sur laquelle se poser pour dire que c'est les Lannister qui ont orchestré ça. Si. À part le fait que Jaime, comme tu viens de le dire, n'est pas allé à la chasse. Bon, après, il y avait pas 3000 personnes, enfin, il y avait pas 3000 maisonnées différentes, à Winterfell à ce moment-là. Il y avait les Stark. Alors, les Stark, non. Enfin, il y a aucune raison que un Stark ait fait ça. Mm-hmm. La garde royale ou les Lannister. Enfin, la garde royale, enfin, la suite de Robert ou les Lannister. Ouais, voilà. Donc, très vite, on s'oriente vers les Lannister. Quel Lannister en particulier? Bah, Jaime, quoi. Donc, du coup, ça serait les Lannister qui auraient orchestré l'assassinat de Bran. Alors là, je te pose la question. Parce que moi, comme tu sais, j'ai lu les livres. Oui. Toi, c'est justement, c'est ce qu'on disait ça en off, c'est que, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense que tu vas connaître à l'avance parce que tu as vu la série et qu'il y a pas, sur certaines choses, il n'y a pas de différence entre les livres et la série. Mais sur ce mystère-là, en tout cas, c'est un mystère qui n'a pas été dévoilé dans la série. Donc là, par contre, tu peux aller à toutes les déductions possibles parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Il y a des petits éléments dans la série, enfin, il y a une petite suite avec le couteau, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas clairement dit. Et en tout cas, là où on en est dans le livre, c'est sûr que penser que c'est Jaime ou Cersei qui a organisé ce meurtre, c'est l'hypothèse la plus probable. Enfin, si clair, la seule personne qui a un intérêt à tuer Bran, c'est clairement les deux là. Il y a personne, pour l'instant, il y a personne avec les éléments qu'on a. Je pense qu'il y a vraiment personne qui puisse vouloir la mort de Bran. D'accord. Bon, on verra ça en continuant. Pour l'instant. Ah non, je dis pas le contraire, mais je pense que tu as totalement raison. Pour l'instant, les seuls personnages qu'on a qui peuvent avoir un intérêt à ce que Bran meure, c'est Jaime et Cersei. Point. Mais bon, je pense qu'on en apprendra plus en lisant les prochains chapitres. Ouais. Robb tire alors son épée avant que Rodrik Cassel n'intervienne pour lui dire de la ranger. Ne tirez jamais l'épée que pour l'utiliser vraiment. Ça, c'était pas mal. J'ai bien aimé parce que tu sens, là, comme on sent encore l'inexpérience de Robb, on sent encore sa fougue. C'est vrai que Ned, il aurait jamais fait ça. Voilà. Et il a un passion, et heureusement qu'il a des gens pour le guider, hein. Heureusement qu'il y a eu Catelyn dans ce chapitre et Rodrik Cassel, parce que sinon, on sent que oui, il a 14 ans, quoi. Donc il est pas prêt à diriger Winterfell. Enfin, il est pas prêt, mais il est en bonne voie quand même. Pour tirer toute cette histoire au clair, il n'y a qu'une seule solution pour Catelyn, aller à Port-Réal. Robb se propose, mais Winterfell ne saurait se passer dans Stark. Et donc, je crois je sais pas si on avait déjà entendu cette phrase. Je crois que oui, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, bon, ça a l'air d'être quelque chose un peu comme leur devise, l'hiver vient, c'est que Winterfell doit toujours avoir un Stark en son sein, quoi. Donc là, il en reste que 2. Il reste que Robb et Rickon, et Bran, bien sûr. Ouais. Mais bon, Bran, on va dire 2,5 alors. Voire 2 quart. Parce que Bran, là... Et Rickon, laisse tomber. Oui. C'est ça. Il y a un petit peu plus d'un, quoi. Ouais. Elle décide d'y aller elle-même, mais comme elle veut être discrète et que les Lannister ne la repèrent pas, elle décide d'emmener seulement Rodrik Cassel avec elle.
sans emprunter la route royale, bien sûr, ils iront en bateau à Port-Réal en passant par Blancport. Ouais. Et par la Blanche d'Agde. Ouais. Alors du coup, là c'est un autre lieu qu'on vient de découvrir dans ce chapitre, hein. Blancport et la Blanche d'Agde. Ouais, et c'est pour ça que j'ai sorti la carte. Donc, si on regarde la carte du Nord, on voit que Blanche d'Agde, c'est donc c'est un fleuve ou une rivière, je sais pas, plutôt un fleuve qui est pas loin, enfin qui est un peu à l'est de Winterfell, mais vraiment pas très loin, et qui descend jusqu'à Blancport. Ouais, bah en gros Blancport c'est la fin du fleuve qui se jette dans la mer. Ok. Non, mais t'inquiète, il y a rien à dire de plus dessus pour l'instant. Ouais. Mais bon, ils vont passer par là, ils vont commencer par là en évitant la route royale, mais bon, on voit quand même que même Blancport, c'est toujours assez loin de Port-Réal. Hein. Et mais après, ils vont prendre un bateau à partir de Blancport pour aller à Port-Réal. Bah, c'est chaud. Attends, laisse-moi regarder vite fait. Port-Réal. Ah oui, d'accord, ouais, ils vont passer par la mer. Ok. Ils vont faire. Voilà. Ok, oui, ils vont rester ils vont rester en mer et garder le bateau. Ouais. Ok. Alors du coup, question appendice, Blancport, tu sais, c'est le lieu de qui? Non, je sais pas. je vais pas te sortir un disquette, je sais pas. C'est la maison des Manderly. Manderly. Ok. C'est une maison vassale des Stark, non? Exactement. Et donc le seigneur actuel de Blancport s'appelle Wyman Manderly. Ok. C'est quand même une information importante à retenir, je te le dis, parce que sans être spoilant, les maisons vassales des Stark seront toutes importantes par la suite. Ok. Vraiment toutes. Voilà, on en a terminé pour cet épisode. J'espère que vous l'appréciez. C'est vrai moi je sens qu'on est de plus en plus à l'aise sur les chapitres, forcément. Maintenant qu'on a terminé toute la phase d'exposition, maintenant qu'on est vraiment dans les chapitres, c'est beaucoup plus facile de je vais pas dire de s'étaler, mais en tout cas d'exposer les pensées, de parler de la psychologie des personnages, des différentes intrigues, sans pour autant à chaque fois essayer de rappeler des différents pans de l'histoire. Ouais, je pense qu'on va essayer de pas trop rappeler trop de choses, juste vraiment les points essentiels pour éviter les longueurs, etc. On va essayer d'être exhaustif sans être redondant. Voilà. Mais en tout cas, on apprécie de plus en plus de faire ces épisodes, en tout cas pour moi. Moi aussi. Hein. Et j'espère que vous appréciez de plus en plus de les écouter. Donc on se retrouve la semaine, en tout cas, je dis pas la semaine prochaine, on sait rien, à bientôt, pour le chapitre 15. C'est le premier chapitre de Sansa. Ouais, premier chapitre de Sansa. À plus. À bientôt.